Aujourd'hui, il y a des gens qui recommencent à parler de capacité ou d'aptitude à la guerre. Je crois bien qu'Helmut Schmidt leur aurait mis une claque en pleine figure. Il aurait dit « Mais ils sont devenus fous. Est-ce qu'ils savent seulement de quoi ils parlent ?» Un jour, notre vie sera détruite par tout ça. L'Allemagne est devenue un pays assez provincial. Et quand M. Merz dit que la Russie est aussi un pays barbare, mais d'où lui vient cette idée? Il n'en sait rien. Mais une chose est sûre. C'est du Rasmingal. La musique n'est jamais une arme. La musique, c'est toujours un pont. Et quand on fait de la musique, on le fait aussi par amour pour les gens. C'est une grande source d'inspiration, quelque chose de magnifique. La musique. À Ken Courant. À Bristol Epson. Bonjour et bienvenue dans Contre le courant. Nous vous présentons ici des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent passer sous silence. Son travail, beaucoup d'entre nous le connaissent depuis l'enfance. Il a fait aimer la musique classique à des millions de personnes. Comme chef d'orchestre, il fait partie de l'élite mondiale. Il est le fondateur du Festival de musique du Schleswig-Holstein et a marqué l'histoire de la télévision avec des émissions comme Attention classique. C'est un jeune homme de 82 ans, toujours prêt à faire une bêtise. L'an dernier, par exemple, nous avons grimpé à Moscou sur le toit d'un hôtel par l'escalier de secours. Bienvenue, Justus Franz. Je suis heureux de te voir, mon cher Patrick. Justus, tu viens d'être nommé professeur au conservatoire. Comment se passe le travail? Je me suis vraiment senti très bien. D'abord, l'orchestre est excellent. Ensuite, le directeur, ou plutôt le président de l'université, est un homme particulièrement sympathique, M. Sokolov. Il montre du respect pour les performances et pour les opinions différentes. Et ça m'a beaucoup plu. Hier, j'ai donné ma première masterclass pour des chefs d'orchestre et des pianistes. C'était autour d'un concerto pour piano, le 4e concerto de Beethoven. Et bien sûr, dans ce cas-là, on se concentre beaucoup sur le piano. Ça m'a procuré un immense plaisir. Je suis entré dans un amphithéâtre plein à craquer. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et tout le monde s'est levé quand je suis arrivé. Un signe de respect. Oui, un vrai signe de respect. Et autrefois à l'école, c'était pareil chez nous. Aujourd'hui, j'entends parfois dire que des enseignants se font agresser. Heureusement, ça ne m'est encore jamais arrivé. Mais en tout cas, j'ai pris un immense plaisir à travailler avec ces jeunes gens, tellement talentueux, et aussi à leur montrer un peu comment, chez nous en Allemagne, on peut interpréter certaines choses différemment. Dans ma vie, j'ai souvent donné des concerts avec Herbert von Karajan, avec Leonard Bernstein, avec Schult et d'autres encore. Et grâce à ça, j'ai vraiment absorbé, déjà, pas quand j'étais adolescent, mais jeune homme, toute la grande histoire, la grande tradition de l'interprétation. Karajan, bien sûr, avait eu des professeurs extraordinaires et connaissait encore des chefs d'orchestre magnifiques. Je ne veux pas parler seulement de Furtwängler, mais aussi de beaucoup d'autres. Et Leonard Bernstein, c'était exactement la même chose. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans une tradition musicale que très peu de gens connaissent encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai énormément de plaisir à la transmettre à mon tour. Parce que quand j'étais jeune, j'ai moi-même été soutenu par ceux que je viens de citer et par bien d'autres encore. Par Karajan, par Bernstein, par Celibidache et par je ne sais combien d'autres. C'est avec cette tradition que j'ai grandi, avec ces enseignements-là. Et comme on m'a aidé à l'époque, je considère que c'est maintenant à moi de transmettre tout ça aux jeunes générations. Et là, on voit des différences marquantes dans la façon dont les morceaux de musique sont interprétés.
C'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant pendant la discussion préalable. Oui, un étranger qui réfléchit autant à la musique allemande, ou plutôt aux Allemands eux-mêmes, pourrait se dire que nous ne sommes pas si libres que ça. Mais en réalité, nous le sommes souvent davantage dans notre manière d'interpréter les choses. Par exemple, je pense à un enregistrement célèbre du deuxième concerto pour piano de Brahms, dirigé par Furtwängler. C'était à une époque où il y avait des bombardements, et où aller à un concert à Berlin, c'était vraiment une chance, presque un miracle. Et la façon dont Furtwängler dirige ce Brahms, avec ses rubatos, ses ralentissements, ses accélérations, cette intensité dramatique, c'est tout simplement unique. Et tous ceux qui connaissent cet enregistrement savent qu'il est plein de problèmes techniques, évidemment, pour l'époque. Et Edwin Fischer n'était, disons-le, pas le plus grand technicien parmi les pianistes, mais il était sans aucun doute l'un des plus grands dramaturges du piano. C'est pour ça que cet enregistrement est fantastique. Et ceux qui l'ont écouté savent que les Allemands sont plus libres dans leur manière de traiter les tempos que certains qui, sans vraiment connaître cela, parlent pourtant beaucoup de l'Allemagne. Comment faites-vous ici au Conservatoire de Moscou pour quand même travailler ensemble? Comment trouvez-vous une voix commune, une interprétation partagée? Je pense que un chef d'orchestre ne peut pas se plier à chacun dans un orchestre. C'est à lui de donner la direction, de montrer ce qu'il veut. Et j'ai besoin qu'il ressente vraiment ce que je fais, qu'il soit avec moi, même quand je tente quelque chose de complètement inhabituel. Là, je touche du bois, 3 fois pour la chance, parce que demain soir, c'est le grand concert au conservatoire. Et j'espère que la liberté qu'il me donne, en me suivant, car ça pourrait très bien être autrement, que je pourrais la vivre pleinement demain. Et qu'ainsi, on réussira à créer une interprétation vraiment vivante de la première symphonie de Brahms. Le rôle de professeur t'est familier. Tu as déjà été enseignant à l'école supérieure de musique. J'y suis allé plusieurs fois. J'ai même été professeur en Chine, et je le suis encore d'ailleurs. Mais en Allemagne, à 65 ans, on prend sa retraite. Enfin, moi, j'ai arrêté un peu plus tôt. Tout simplement parce que j'étais très pris par le festival de musique du Schleswig-Holstein. Et puis, il y a aussi d'autres festivals. J'ai fondé le festival du Mecklembourg, par exemple. J'ai aussi été parrain du Musiksommer de la MDR et de bien d'autres projets encore. Tout ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais à l'époque, j'ai eu le sentiment que le travail régulier avec les jeunes me manquait un peu. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter plus tôt. Nous n'en avions jamais parlé. Ta vie a aussi été marquée par de la fuite et de l'exil. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui en jouant et en enseignant ici, à Moscou? Eh bien, d'abord, il faut que je te dise que je crois j'étais déjà plusieurs fois en fuite avant même de naître, parce que ma mère avait tout simplement peur. Alors, on est parti tout à l'est, mais ça n'a pas marché non plus, parce qu'on a dû repartir soudainement vers l'ouest, chez mes grands-parents. Et puis, pendant les attaques de chasseurs-bombardiers, quand on avançait avec des milliers, peut-être même des millions d'autres personnes, on appelait ça le trek. On cherchait de la nourriture. Ma mère, mes grands-parents et tous les adultes de la famille étaient sur les routes. Les enfants, eux, restaient sur la charrette. Mais bien sûr, quand ces avions arrivaient en rase-motte, tout le monde sautait en bas, terrorisé pour sa vie. Moi, je suis resté là, parce que j'étais dans une poussette, je ne pouvais même pas encore marcher. Et là, une grenade a explosé pas très loin de moi. Ce que ça a provoqué, j'en ai aucune idée. Mais quelqu'un de ma famille m'a raconté récemment qu'on avait essayé, à l'époque, de me chatouiller ou de provoquer une réaction quelconque.
Et moi, apparemment, j'avais les épaules rentrées, complètement crispées. J'ai dû avoir un choc terrible. Et je n'ai pas pu m'en remettre tout de suite. En plus, je ne pouvais pas m'exprimer. Personne ne s'en rendait compte, parce que j'étais simplement silencieux. Et tout était figé. Et puis tout à coup, les choses ont recommencé à bouger. Je n'en garde absolument aucun traumatisme. Je n'ai rien vécu de tel. Mais j'ai eu une très belle jeunesse, sans père, en Schleswig-Holstein, où des proches nous ont accueillis avec une générosité incroyable. Je sais bien que certains réfugiés n'étaient pas toujours les bienvenus à l'époque. Mais moi, on m'a toujours fait sentir que j'étais l'un des leurs. Qu'en quelque sorte, je faisais aussi partie des propriétaires de ce beau et merveilleux domaine de Tesdorf en Schleswig-Holstein. Et toi, tu es quelqu'un qui sait s'exprimer aujourd'hui. Nous vivons à nouveau une période de guerre. Est-ce que la musique t'apporte une forme de sécurité, de paix intérieure? Je dois y réfléchir. C'est très différent selon les cas. Quand j'écoute Brahms, par exemple, il n'y a presque pas de musique plus malheureuse. Dès le début, c'est comme une plainte adressée au monde entier. Brahms comprend profondément la difficulté de notre existence, notre solitude, notre proximité avec la mort, tout cela, et il nous accompagne dans nos peurs, dans nos vraies angoisses. Mais il reste avec nous. Beethoven, lui, c'est quelqu'un qui nous donne de l'espoir. Quand on pense qu'on est arrivé au bout, qu'il n'y a plus rien, certains prennent des antidépresseurs. Moi, je dis toujours, non. Écoutez Beethoven ou jouez du Beethoven et vous n'aurez pas besoin de tout ça. Parce que Beethoven, lui, nous prend par la main et nous montre que le monde peut être surmonté et qu'on peut le surmonter avec notre volonté et avec notre créativité. Et Mozart, c'est encore tout autre chose. La foi, la force et le génie de Bach. Je ne vais même pas commencer à en parler ici. Mais Brahms, lui, c'est un compositeur qui nous accompagne d'une manière incroyable, dans la tristesse, dans le désespoir. Et puis tout à coup, parce qu'on peut laisser tout ça sortir, on se sent soudain plus en sécurité, comme si on s'était libéré. C'est un peu comme quand tu parles à un bon ami, à qui tu confies tes soucis, tes peurs, et tout à coup, tu t'en es débarrassé. C'est un peu cette impression-là que j'ai. Est-il le compositeur vraiment en phase avec notre époque? Oui, enfin, je veux dire, il y a aussi des compositeurs un peu plus jeunes, bien sûr. Mais pour moi, Brahms, c'est vraiment l'un des très très grands. Et peut-être aussi parce que je me souviens qu'après la guerre, nous étions dans ce beau château et que la musique, d'une certaine façon, nous rassemblait tous. Et curieusement, c'était toujours Brahms qui jouait un rôle important pour que les gens se retrouvent, que les êtres humains se rapprochent. À cette époque, en 1946, ou quelque chose comme ça, il y avait évidemment des gens qui avaient peut-être été nazis. Et puis il y avait ma famille, qui en général avait fait partie de la résistance, et beaucoup d'autres encore. Mais grâce à la musique, ils se sont retrouvés. Et aussi grâce au deuil d'une vie détruite, d'un pays détruit. Est-ce que ça joue aussi un rôle quand tu organises à nouveau un festival de musique à Gran Canaria? Gran Canaria, c'est tellement loin. C'est un peu comme un dernier refuge, un endroit encore épargné par les tourments d'une société aveuglée. Là-bas, le soleil se lève et se couche, tout simplement. Et puis, il y a cette nature incroyable, toute verte, en contraste total avec le désert, où tout prend une autre dimension. Je dirais que Gran Canaria, c'est une sorte d'évasion dans un rêve, mais un rêve bien vivant. Est-ce qu'une telle fuite dans un rêve encore vivant, c'est elle aussi ce que représente le nouveau gouvernement espagnol, qui justement
Eh bien, je ne suis compétent que pour parler du gouvernement allemand. On y reviendra. Mais sur l'espagnol, je ne dirai rien. Tu es le fondateur du festival de musique du Schleswig-Holstein. Et quand tu regardes aujourd'hui en arrière sur ce festival et sur cette région où tu as vécu, peut-on dire comme Heinrich Heine, « Quand je pense au Schleswig-Holstein la nuit, le sommeil me quitte ». Non. Je pense que je ne veux pas juger les gouvernements successifs à Kiel, là-bas, en Schleswig-Holstein. Et d'ailleurs, je ne le pourrais pas, parce que je suis parti depuis bien trop longtemps. Si je peux dire quelque chose, c'est plutôt à propos des forêts, des hêtraies qui descendent jusqu'à la mer Baltique et jusqu'aux plages. Mais bien sûr, le Schleswig-Holstein, c'est aussi la terre de Brahms. Il était à moitié originaire de là-bas. Ses parents venaient tous les deux du Dithmarschen. Il a grandi avec les chants de l'Allemagne du Nord, et ce ne sont pas toujours des chansons très joyeuses. Un biographe a d'ailleurs dit de Brahms, « Quand Brahms est joyeux, il chante que la tombe est sa joie. » On t'a connu grâce au festival de musique du Schleswig-Holstein, que tu as toi-même fondé. Mais ces derniers temps, on ne t'y voyait plus vraiment avec plaisir. Où en est-on aujourd'hui? Oui, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec la musique. Dès le début, j'ai toujours voulu créer des ponts. Et je me considère un peu comme un bon élève d'Helmut Schmidt, qui a joué un rôle très important dans ma vie. C'était une amitié qui a commencé quand j'avais 17 ou 18 ans. Schmidt, je crois, avait un fils qui est décédé. Je pense qu'ils se sont parfois dit, il pourrait être comme notre fils à cet âge-là. Peut-être que ça a encore renforcé notre relation. Helmut Schmidt était, il faut le dire, un incroyable défenseur de la paix. Il disait toujours qu'il n'y a rien de pire que la guerre. Et au fond, moi aussi, je me suis beaucoup penché sur les troubles et les conséquences de la guerre, bien sûr aussi dans mes souvenirs. Mais je ne l'ai pas vécu moi-même. Et aujourd'hui, on entend des gens reparler de capacité de guerre ou d'efficacité militaire. Helmut Schmidt, je crois, leur aurait mis une claque. Il aurait dit, mais ils sont devenus fous. Est-ce qu'ils savent seulement de quoi ils parlent? Un jour, notre vie sera détruite par tout ça. Et le lieutenant Schmidt savait ce que signifie la guerre. Bien sûr qu'il le savait, et à tous les niveaux. Lui-même était en danger, et il ne pouvait jamais vraiment parler honnêtement. Le jour, il devait porter l'uniforme du Troisième Reich, se plier à sa discipline. Et la nuit, il disait, « Quand est-ce que tout ça va enfin se terminer ?» Helmut Schmidt organisait ces fameuses rencontres du vendredi. Tu faisais partie des invités, toi aussi. Comment l'as-tu perçu? Comment était-il à tes yeux? C'était la société du vendredi. On se retrouvait toujours le deuxième vendredi, une fois par mois. C'était un esprit d'une incroyable acuité, et tout le monde l'attendait toujours. J'avais le sentiment qu'on se sentait un peu comme des élèves quand on était avec lui. Pas quand on était seul, mais en groupe, oui. En fait, il ne cherchait pas à dominer, mais il le faisait quand même, par sa personnalité exceptionnelle, par la force de son intellect. Et d'une certaine manière, il orientait les différents esprits de cette société du vendredi dans la direction qu'il jugeait juste. Mais tous ceux que j'y ai rencontrés voyaient dans la guerre la plus grande peur, le plus grand danger. J'espère que personne ne l'oubliera. Est-ce qu'une personnalité comme Helmut Schmidt, un caractère comme le sien, serait nécessaire en politique aujourd'hui? Oui, je pense qu'on peut le dire sans aucune réserve. S'il avait été là, s'il avait été plus jeune, et s'il avait été en bonne forme physique,
alors l'Allemagne n'aurait pas connu une évolution aussi terrible que celle que nous devons malheureusement constater aujourd'hui. L'université de Kiel, enfin la présidence de l'université, a rédigé une circulaire. Et dedans, il est écrit mot pour mot: tous les employés et les étudiants de l'université de Kiel ont toujours l'interdiction de se rendre en Russie. Qu'est-ce que tu en penses? C'est insensé, parce que nous savons tous que quand on a des problèmes entre nous, il y a deux options. La première, c'est de couper tout contact et d'entrer dans une confrontation totale. Et la seconde, c'est de se parler. La paix, elle, ne peut exister que par la communication. Et si nous nous faisons confiance, je crois, et je pense que tous les Allemands devraient y réfléchir, qu'en dialoguant, en échangeant nos idées, nous pourrions construire l'avenir. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne a attaqué la Russie à plusieurs reprises. D'abord avec Napoléon au début du XIXe siècle, puis pendant la Première Guerre mondiale. Je veux simplement rappeler que c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre et non la Russie. Et pour la deuxième fois, ils se sont même épargnés ça. Je crois que la guerre n'a même pas été déclarée. Ils sont simplement entrés. Donc, nous avons une part importante dans la souffrance du peuple russe. Et quand on pense qu'aujourd'hui, on peut aller jusqu'à l'Oder, dans un pays uni, eh bien on le doit en grande partie à la Russie. Je ne comprends vraiment pas comment on peut l'oublier. Parce que le moment le plus heureux de ma vie, sur le plan politique, c'est quand les frontières se sont ouvertes. Quand tout à coup, on a pu prendre la voiture pour aller à Schwerin, à Rostock ou à Brandebourg. Et soudain, tout ce qu'on avait jusque-là qu'imaginer, on a pu le vivre en vrai. C'était vraiment des moments très forts, très émouvants. J'ai toujours cru que j'étais le seul à avoir les larmes aux yeux. Mais quand j'ai regardé autour de moi, j'ai vu que les autres aussi en avaient. C'était un moment incroyable pour tout le monde. Et puis, aussi, quand Gorbatchev est venu en Allemagne, les gens étaient complètement différents, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus positifs. Pourquoi ce serait mal d'aller dans un pays sur lequel on a beaucoup de préjugés? Les préjugés, c'est toujours parce qu'on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, on a des préjugés. Alors pourquoi on n'irait pas là-bas? Bien sûr qu'il faut y aller. On ne peut pas apprendre seulement de ceux qui, eux non plus, ne connaissent pas le pays. Je parle par exemple des journalistes, qui se contentent souvent de recopier ce qui leur passe par la tête, ce qu'ils croient être la vérité, mais qu'ils ne peuvent pas vérifier. Est-ce qu'on a vu en Allemagne une certaine étroitesse d'esprit, ou peut-être un oubli de l'histoire, s'installer peu à peu? Je trouve que c'est presque une façon douce de le dire, mais tu as raison. Oui, je pense que l'Allemagne est devenue un pays assez provincial. Hegel a écrit un jour que la seule chose qu'on peut apprendre de l'histoire, c'est que les gouvernements et les peuples n'en tirent jamais aucune leçon. Oui, c'est une évolution très tragique, et tu as tout à fait raison. Et quand on y pense, combien de fois avons-nous essayé, d'une manière ou d'une autre, de faire la guerre à la Russie? C'est un fait. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Bon, je ne veux pas forcément considérer les guerres napoléoniennes comme une invention allemande, mais les Allemands y ont participé, ou du moins une partie d'entre eux. Et nous avons eu bien d'autres inventions. Dans notre mémoire, dans notre histoire, nous avons fait beaucoup d'autres choses aussi. Je ne veux même pas parler de la Révolution, mais à tout cela, il y a des réponses. Et la plus importante, c'est que nous ne connaissions pas la Russie. Et quand notre formidable chancelier décrit la Russie d'un côté comme un grand pays artistique, et là, il n'a pas tort, un pays de grande culture,
et de l'autre côté, comme un pays barbare. Je me demande, mais d'où tient-il ça en fait? Est-ce qu'il est déjà venu ici? Est-ce qu'il a vécu des choses toutes simples? Par exemple, est-ce qu'il est déjà allé au théâtre? Est-ce qu'il a vu à quel point les gens qui vont à l'opéra ici sont jeunes? Est-ce qu'il a assisté à un autre concert? Est-ce qu'il est allé dans un restaurant? Non, bien sûr que non. Rien de tout ça. Mais un jugement tout fait, ça il en a un. Comme tous les autres d'ailleurs. Et moi je ne peux que dire à tout le monde, allez dans ce pays et vous pourrez juger par vous-même. Est-ce que vous restez sur ce jugement de départ ou pas? Est-ce que quelque chose en vous va quand même se dire « Attendez, la situation est complètement différente maintenant. Et pourquoi restons-nous coincés dans cette espèce de sauce de petite bourgeoisie et de préjugés? On devrait au moins confronter nos jugements à la réalité et à l'unicité qu'il y a aussi dans ce pays. Peut-être qu'alors, on arriverait à des idées complètement nouvelles. Et ça, je trouvais ça formidable. Parce qu'encore une fois, ce qu'on fait en ce moment, le fait de ne parler qu'à un seul camp, c'est dramatique. Un traitement médiatique unilatéral, une prise de parti d'un seul côté, ça ne peut mener qu'à la catastrophe. Est-ce qu'on essaie encore d'entraîner la culture, l'art, la musique à devenir partie prenante des conflits politiques actuels? Alors ça, je ne peux vraiment pas le dire. L'année prochaine, je vais diriger 6 opéras différents de Mozart. Je vais aussi faire Fidelio. Et je présenterai encore plusieurs autres œuvres allemandes. Je me souviens qu'en Allemagne, il y a eu une période où tout était devenu tellement idéologique que c'était presque difficile de jouer Tchaïkovski. Mais enfin, c'est insensé. Qu'est-ce que Tchaïkovski a à voir avec la politique? Absolument rien. Et d'ailleurs, aimer Tchaïkovski, c'est aussi d'une certaine manière un acte de paix. Nous devrions préserver l'art russe. La Russie reste l'un des plus grands pays de culture. Je peux simplement dire que je suis heureux de pouvoir vivre tout cela ici. Il y a quelques jours, j'ai assisté à Guerre et paix de Prokofiev, une œuvre céleste, une œuvre magnifique. Et on sait bien, en littérature, à quel point c'est un chef-d'œuvre. Mais entendre maintenant la musique qui l'accompagne, c'est tout simplement incroyable. Gergiev ne joue plus à Munich, il ne peut plus y jouer. D'autres artistes russes ne peuvent plus se produire en Occident. Toi, tu as même été, au moins pendant un temps, exclu de ton propre festival. Est-ce que c'est une forme de russophobie, voire de racisme? Oui, quelque part, c'est quelque chose qu'on ne veut même pas vraiment nommer. Parce qu'en fait, dans notre société de transition, où tant de choses sont déjà mal vues, ça ne devrait tout simplement pas exister. Et quand M. Merz dit que la Russie est aussi un pays barbare, mais d'où lui vient cette idée? Il n'en sait rien. Mais une chose est sûre, c'est du racisme. On ne peut pas, tout à coup, c'est ce que Hitler a fait, parler des Russes et des Slaves d'une manière aussi méprisante, aussi terrible, que nous devons la condamner chaque jour. Et je refuse qu'on donne même l'impression qu'on pourrait, dans cette direction, commencer à formuler des théories nées de nos préjugés et les exposer au monde. Est-ce que certains recommencent à traiter les étrangers comme des sous-hommes? Oui alors, quand j'ai entendu ce mot étrange, ce mot barbare, barbaros vient du grec, et à l'origine, ça aurait un lien avec les barbes. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Bref, dans le sens transmis par la tradition, on dit que les barbares sont des gens sans culture. Et justement, c'est tout le contraire. Dans un pays comme la Russie, où il y a tant de théâtre, où les jeunes s'investissent autant dans la culture, où il y a un tel enthousiasme pour les musées, pour le théâtre, pour la musique, pour l'opéra, pour tout ça, on peut vraiment pas dire ça. Parfois, j'ai envie de dire,
on devrait plutôt se demander nous-mêmes ce qu'il y a de barbare chez nous. Et là, il y en a pas mal. Ici à Moscou, tu parles avec beaucoup de gens, des personnes âgées, des jeunes, tu travailles avec eux, tu les côtoies, tu les écoutes. Alors comment voient-ils l'Allemagne d'aujourd'hui? Je suis toujours un peu étonné de voir que, chez les gens que je connais ici, le regard porté sur l'Occident reste très positif. Mais ça commence à changer un peu. J'ai peur qu'on finisse par figer certaines idées et que de là puisse naître un nouveau conflit. Pas seulement à l'Ouest, mais aussi à l'Est. Parce que, quand notre ministre de la Défense dit que l'Allemagne doit être capable de faire la guerre, et qu'il le dit très clairement en pensant à l'Est, eh bien, ici aussi, ça fait réagir. Il y a des gens qui écoutent ça de très près et qui pourraient ensuite approuver de nouveaux budgets pour l'armement. J'ai discuté il y a quelques jours avec l'historienne en chef du musée de la bataille de Stalingrad à Volgograd. Je lui ai demandé comment elle réagit au fait qu'aujourd'hui en Allemagne, certaines personnes disent à nouveau comme Johann Wadful, « La Russie sera toujours notre ennemi et nous devons être capables de faire la guerre. » Et là, elle s'est mise à pleurer. Comment vont les gens avec qui tu parles? C'est un peu pareil. Mais il faut dire que M. Wadful, franchement, je ne sais même pas s'il sait écrire correctement le nom de Mozart, ni s'il a déjà lu quoi que ce soit de Goethe. Mais une chose est sûre, il est d'un provincialisme incroyable. Et je ne comprends pas comment on peut laisser des gens comme ça diriger le ministère des Affaires étrangères. Autrefois, on avait de grands esprits. Est-ce que ce déclin des élites politiques est aussi un signe de décadence? Probablement. Je veux dire, si on voulait décrire l'époque de l'Occident, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quand même, eh bien, ce serait aussi une époque de l'hédonisme. Et l'hédonisme, en Grèce, dans la Rome antique, et plus tard peut-être même à la Renaissance, n'a pas seulement contribué au déclin de ces civilisations, il l'a en réalité provoqué. Et aujourd'hui encore, on a eu des attaques de drones, même ici à Moscou. Plus de 100 drones ont été abattus pendant la nuit dernière. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, toi qui as, en quelque sorte, un pied en Allemagne et l'autre en Russie? Oui, je trouve ça vraiment terrible. Et je ne peux que remercier le bon Dieu qu'en Allemagne, pour le moment, nous soyons en sécurité, qu'il n'y ait pas de drone qui soit soudain abattu au-dessus de Hambourg ou de Berlin. Mais cela pourrait changer. Nous devons tout faire pour que ça n'en arrive jamais là. C'est pourquoi, en fait, chacun est appelé à s'engager pour la paix, à renoncer à la tragédie d'un nouveau conflit. Et pas seulement à y renoncer, mais à contribuer pour qu'il n'arrive plus jamais. Comment le musicien, l'homme, mais aussi l'observateur politique Justus Franz voit-il l'attaque contre l'Iran? Je suis, oui, un homo politicus, mais sur l'Iran, honnêtement, je ne veux rien dire. J'ai été chef d'orchestre en Israël pendant 12 ans et j'y ai vécu beaucoup de choses, vu de cette perspective. Et je veux dire que nous, en tant qu'Allemands, nous avons bien sûr une responsabilité particulière, tout comme nous en avons une vis-à-vis de la Russie, une responsabilité qu'on ne reconnaît pas vraiment d'ailleurs. Et de la même manière, nous en avons une envers Israël. Mais je dois dire que je rejette toute forme de conflit armé. Je trouve ça tout simplement terrible. La guerre n'est plus un moyen acceptable, pas à notre époque,
pas avec les armes dont nous disposons. On ne peut plus justifier ça aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Quand on écoute les déclarations de certains responsables politiques d'aujourd'hui, notamment celle de Donald Trump, qui dit par exemple « Je vais les bombarder jusqu'à les renvoyer à l'âge de pierre » ou encore « Je vais anéantir une civilisation ». Est-ce qu'on assiste aussi à une forme de déclin moral, à une chute des valeurs? Moi, je trouve ça indescriptible, ce que Tom a dit là. Et je pense que notre tâche, c'est d'aider toutes les personnes de manière à ce qu'elles puissent vivre de façon cultivée et spirituellement inspirée. Pour que justement, et j'y reviens, l'indicible, c'est-à-dire la guerre, n'ait jamais lieu. Malheureusement, nous vivons à une époque où elle a lieu sans arrêt. À une époque marquée par les guerres, est-ce que cela signifie aussi que l'Occident se détourne des idéaux des Lumières, ainsi que des idées de la période classique et de la musique de concert classique? Bien sûr, bien sûr. Au fond, c'est un signe que ce soit chez Bach avec son amour pour Dieu. Il terminait toujours ses œuvres en disant « La plus haute gloire revient au bon Dieu ». C'est à la fois de l'humilité et en même temps la conscience de la véritable vérité. Et puis, il y a ce lien que l'art nous offre à tous, comme un pont entre nous. La musique n'est jamais une arme. La musique est toujours un pont. Et quand on fait de la musique, on le fait aussi par amour pour les gens. C'est une grande source d'inspiration et quelque chose de magnifique. Que peut la musique en temps de guerre? J'ai fondé, avec Valéry Gergiev, la Philharmonie germano-soviétique des jeunes. C'était de jeunes gens qui se sont rencontrés là et qui tout à coup ont créé de l'harmonie ensemble. Nous avons tous tendu la main en croyant à l'avenir commun de la maison commune qu'est l'Europe. Nous ne l'avons pas fait très souvent, malheureusement. Mais il reste toujours la possibilité de construire la paix quand on fait de la musique ensemble. Nous ne tirons pas, mais nous créons d'harmonie. C'est quelque chose d'unique. Où en est le projet aujourd'hui? Le projet, c'est la Philharmonie des Nations. Et bien sûr, je cherche des possibilités. Des projets comme celui-là ont toujours besoin d'argent. Sans financement, je ne peux tout simplement pas le faire. Mais ce serait le plus grand rêve de ma vie, rejouer un jour avec cet orchestre fantastique. Comme le fait par exemple ton collègue chef d'orchestre Daniel Barenboim avec le West Eastern Divan. On peut presque dire qu'il l'a fait. Je ne sais pas s'il le fait encore. Mais oui, il a vraiment étudié chez nous comment la Philharmonie des Nations était organisée. Et nous-mêmes, on a aussi essayé de faire de la musique avec des musiciens d'Israël et des pays voisins. On a joué plusieurs fois avec des musiciens de ces régions, mais chez nous, l'exigence musicale est peut-être bien plus forte que la dimension politique. D'un côté, c'était très important pour nous de rassembler des gens qui étaient ennemis, mais ils devaient bien sûr être capables de jouer au plus haut niveau. Parfois, nos répétitions duraient presque 10 heures. Où est-ce qu'on voit encore ça aujourd'hui? On ne peut le faire que si d'un côté, on a une certaine capacité à endurer, mais surtout, et c'est bien plus important, un enthousiasme incroyable qui dépasse largement sa propre vie. La musique peut-elle réussir à reconquérir l'espace public que nous avons en grande partie perdu au profit des fauteurs de guerre pour y faire revivre l'idée de la paix? Ce serait une possibilité. Mais je pense que les Allemands ont besoin en ce moment d'un peu plus de temps pour comprendre. Et j'espère qu'on nous laissera ce temps pour que la guerre ne soit pas une option.
Et tout ce qu'on entend, tout ce qui se dit et se discute. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Nous avons constaté que les Allemands et les Européens ont été les agresseurs. Mais je ne me souviens pas que les Russes aient vraiment... Bien sûr, ils se sont défendus, ils devaient le faire, mais au départ, ce n'étaient pas eux les fauteurs de guerre. Et dans ce sens, je pense qu'avec la musique et avec la compréhension des autres, on pourrait peut-être vraiment accomplir beaucoup. J'espère qu'il y a des gens assez clairvoyants, assez cultivés, pour qui c'est aussi une démarche spirituelle, afin que notre art puisse à nouveau toucher plus profondément. Et qu'on continue à comprendre une chose essentielle. L'art est toujours un pont, jamais une arme. Nous ne sommes pas Goebbels. Nous voulons toucher les gens avec le cœur, avec l'esprit et avec un message de paix. Est-ce que les gens en Allemagne somnolent en ce moment comme s'ils allaient droit à leur perte? Quand je vais en Allemagne en ce moment, j'ai un peu l'impression qu'on a vaporisé du Valium sur tout le pays. Les gens acceptent tout avec une patience que je n'aurais jamais cru possible. Par exemple, des trains entre Hambourg et Berlin qui sont tout simplement annulés une matinée entière. Autrefois, on se moquait toujours un peu de l'Italie. On trouvait ça presque charmant. Cette façon joyeuse qu'ont les Italiens d'accepter les désagréments d'une société qui ne fonctionne plus vraiment. Mais aujourd'hui, je dois dire que je ressens la même chose en Allemagne, avec un peu moins d'humour, mais au fond, avec une patience incroyable. Que les trains soient sans cesse en retard, que la Lufthansa soit toujours en grève, que ce soit égal si telle ou telle chose ne fonctionne plus, que tout devienne un peu sale. Tout ça, je ne le comprends pas. J'aime profondément ce pays et j'aimerais qu'il redevienne comme il l'était autrefois. Un pays pacifique, pacifiste, avec une vraie exigence envers l'avenir. Comment expliques-tu le résultat des élections en Bade-Württemberg, où lors des élections régionales, les 2/3 des votes exprimés sont allés à des partis bellicistes, les Verts et la CDU? Chez les Verts, j'ai eu des expériences vraiment étranges. J'étais très ami avec Petra Kelly et Gerd Bastian. Petra Kelly a d'ailleurs été présidente des Verts. À l'époque, c'était un parti pacifiste. Et aujourd'hui, c'est un parti qui, d'une manière ou d'une autre, soutient les armes, le réarmement et je ne sais quoi encore. Franchement, je ne comprends pas comment les membres des Verts peuvent suivre une direction qui fait exactement le contraire de ce pourquoi le parti avait été fondé. Alors, tout ça, je ne suis plus vraiment les résultats des élections régionales. Je connais Cem Özdemir et je ne pense pas que ce soit un va-t-en-guerre, mais je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Franchement, je dois le dire aussi. Je préfère ne pas donner mon avis sur des sujets que je ne maîtrise pas assez. Et là-dedans, le Bade-Württemberg joue évidemment un rôle très important. L'industrie automobile allemande y est en grande partie implantée. Et si elle venait à s'effondrer, l'Allemagne deviendrait tôt ou tard un pays très pauvre. C'est justement pour ça qu'il est d'autant plus essentiel qu'on garde notre culture, qu'on garde l'art, qu'on ne devienne pas des barbares, comme certains le disent. Il faut au contraire continuer à transmettre à nos prochaines générations ce qui a toujours fait la force de l'Allemagne, un grand pays de culture. Et ça passe par une meilleure éducation et par de meilleures chances pour chacun de participer d'une manière ou d'une autre. Le grand chef d'orchestre Justus Franz dit que l'Allemagne est un pays où l'on a l'impression qu'on a répandu du Valium sur la population. Et il nous lance un appel à tous. La musique est une force qui relie les peuples. Ici, dans À contre-courant, nous vous présentons des positions et des points de vue que les médias de propagande passent sous silence. Merci beaucoup et restez avec nous.
Herzlichen Dank und Gerne. bleiben Sie dran.